messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. La voie reliant Adzopé à Yakassé à Tobrou, longue de 25 km, a été inaugurée hier samedi par le président Alassane Ouattara. Il a également procédé à la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé. Les populations heureuses se sont mobilisées pour lui rendre hommage. La 18e édition du Forum Agua s'est ouverte ce dimanche jusqu'au mardi 6 août prochain. Ce forum de haut niveau, conjointement organisé par les États-Unis et la Côte d'Ivoire, permettra d'examiner notamment les acquis de la mise en œuvre de cette loi américaine qui permet aux pays africains d'exporter sur le marché américain sans droit de douane. L'ENS était en fait la 53e promotion de l'école normale supérieure a fait sa sortie. Les 3000 étudiants ont pour nom de baptême Ahmed Bakayoko. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a encouragé ses filleuls à distiller un enseignement de qualité aux apprenants en vue du rayonnement du système éducatif ivoirien. La peine capitale, voilà ce qu'ont décidé les autorités du Texas ce dimanche contre le tireur âgé de 21 ans qui a abattu la veille 20 personnes dans un centre commercial de cette ville du sud des États-Unis. Après le Texas, une nouvelle fusillade a fait 9 morts dans l'Ohio. Soyez la bienvenue sur RTI1. Nous commençons tout de suite par la région de la Mé, où l'ambiance était bon enfant ce samedi. La voie reliant Adzopé à Yakassé à Tobrou, longue de 25 km, dont les travaux de bitumage ont pris fin l'année dernière, a été inaugurée par le président de la République, Alassane Ouattara, ce samedi. Il a également procédé à la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé. Les populations heureuses se sont mobilisées pour lui rendre hommage et lui exprimer leur reconnaissance. Le stade Alassane Ouattara d'Adzopé a été pris d'assaut par les populations de la région de la Mé hier. Elles n'ont pas voulu manquer ce meeting de reconnaissance aux actions de développement du président de la République dans leur région. Le chef de l'État leur avait fait la promesse de réaliser cette voie. C'est chose faite désormais. Elles expriment donc leur reconnaissance. Je vous propose de les écouter au micro de nos reporters. Le président nous a rendu un grand service. Le président nous a rendu notre dignité. Pour cela, nous pouvons être autrement. Si ce n'est vraiment de lui dire merci. C'est pour ça qu'à cette occasion, nous sommes rassemblés pour lui dire merci. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous tous d'être là, de pouvoir remercier M. le Président de la République pour ce qu'il a fait pour Yakassé à Tobrou et au-delà de toute la région de la Mé. Nous souhaitons vraiment qu'il puisse avoir la force nécessaire, la santé, la bienveillance nécessaire pour continuer de regarder notre région. Il faut reconnaître le bienfait, le développement, c'est quelque chose d'important et on devrait pouvoir faire les efforts pour un peu aller au développement pour le bonheur des populations. Parce que la route, elle est très importante. Le secteur du transport routier aujourd'hui se réjouit des gros efforts qui sont mis en œuvre en ce moment selon la vision du président de la République et selon la mise en œuvre de ces plans d'action par le gouvernement. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de routes réhabilitées et de routes construites. Par le passé, les difficultés que les transporteurs rencontraient avant sont aujourd'hui un vieux souvenir. Les populations que les transporteurs transportent, les biens que les transporteurs transportent sont aujourd'hui préservés. Nous tenons ici à saluer le président de la République, le gouvernement, le chef du gouvernement. Il y a longtemps que nous avons attendu cela. Et heureusement, ça s'est réalisé. Nous sommes là, mobilisés pour exprimer la joie au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il est en train d'entreprendre pour la région de la Mé. Très contente. Au début, lorsqu'il pleut, on ne peut pas voyager. Maintenant, aujourd'hui, hier, je suis allée à Abidjan, j'ai fait un aller-retour. Grâce à Ado, on a eu le goudron. Je suis très contente. On fait 15 minutes sur la route maintenant. Donc vraiment, tout le monde doit prier pour le président, pour ce qu'il a fait pour la région de la Mé, surtout Yakassé à Tobrou. C'est une très grande joie parce que la population de Yakassé à Tobrou a beaucoup souffert compte tenu de l'état de la route en son temps. Mais aujourd'hui, nous remercions le président Alassane qui n'a cessé de prendre à cœur le développement de toutes les régions. Nous avons vu des projets réalisés, nous avons entendu, mais nous avons vu. Donc nous disons merci grandement au président Alassane Ouattara.
Le président vient de nous donner un bonheur immense, surtout à la grande population de Bessé-di-Brignan. Il vient de nous annoncer le bitumage de la voie reliant Ngué-Sankwa à Bessé-di-Brignan. Cela n'a pas de prix. Et nous disons que c'est le développement qui est enclenché avec ce bitumage que nous allons avoir. Je suis témoin vivant de l'événement d'aujourd'hui et je voudrais en tout cas remercier le président d'avoir confirmé les engagements qu'il a pris en donnant des routes, en donnant l'hôpital. Ce sont des actes concrets de développement. Une fois encore, le président Alassane Ouattara vient de démontrer au peuple atié que c'est lui seul qui peut apporter le développement. Par conséquent, nous, peuple atié, nous sommes engagés pour lui. Vous savez, les soins à Azopé ont toujours été très difficiles. Difficiles parce que l'hôpital général qui est là n'est pas un hôpital suffisamment adapté à la population d'Azopé. Et aujourd'hui, venir construire un centre hospitalier régional qui en réalité est comme un CHU dans une région ne fait que me donner une occasion de joie, une occasion de bonheur, parce que je sais qu'à partir de maintenant, la santé d'ici un an sera plus qu'améliorée dans cette région. Le président mérite plus que merci. En tout cas, c'est dans une rafale de joie que je prends la parole pour dire merci au président, bien que ça soit dit, mais au nom de toute la population, les chefs coutumiers et autres, je parle à leur nom. Nous avons souffert de cette route. Beaucoup a été dit. Mais vraiment, le fait que le président se soit déplacé lui-même pour venir inaugurer cette route, c'est une marque d'estime. Et nous sommes heureux. Nous sommes enjaillés, c'est le vrai mot. Ils sont tellement contents qu'il n'y a même pas de reste. C'est un monsieur qu'on devait à chaque fois remercier puisqu'il fait beaucoup pour la population de Côte d'Ivoire. Fini l'inauguration de l'axe Adzopé-Yakassé-Tobrou. Place maintenant un autre événement, la 18e édition du Forum Agua à Abidjan. Avant la cérémonie officielle d'ouverture prévue demain lundi, la société civile est à l'honneur. Quel rôle peut jouer cette société civile pour tirer profit de cette loi américaine qui permet aux pays africains d'exporter sur le marché américain sans droit de douane? La ministre Bakayoko Liramata, à l'ouverture des assises ce matin, a déclaré que l'AGOA est une réelle opportunité d'autonomisation économique. On en sait plus avec Cheikh Koni. L'inclusion des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur nationales et régionales constitue un élément important en vue de permettre aux populations des pays de l'Afrique subsaharienne de profiter pleinement des opportunités de l'AGOA. C'est tout l'enjeu de ce forum AGOA dédié à la société civile. Il est impérieux que les dirigeants africains prennent la mesure des nombreux défis que l'Afrique doit relever pour profiter pleinement de l'AGOA en prenant en compte notamment l'importance du rôle des femmes dans le relèvement économique du continent. Il revient à la société civile africaine de faire le bilan des 19 ans d'existence de l'AGOA et de son impact sur les différentes économies, a expliqué Matthew Harrington, vice-secrétaire des États-Unis pour l'Afrique. Pour lui, l'Afrique doit se reposer sur sa jeunesse et ses femmes, qui représentent un pilier de son développement économique. Dans son intervention, la ministre Liramata a rappelé l'opportunité que représente l'AGOA pour l'autonomisation des femmes et des jeunes en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Ce forum est donc l'occasion donnée aux femmes et aux jeunes de se rencontrer et de renforcer leurs liens respectifs afin d'œuvrer plus efficacement au développement de l'entrepreneuriat féminin et celui de la jeunesse en Afrique, en saisissant pleinement l'opportunité qu'est l'AGOA. Pour le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, présent à la clôture du forum, sans jeunesse, il ne peut y avoir de développement économique. La jeunesse et les femmes sont des piliers essentiels dans l'essor économique. Lorsqu'on regarde un peu dans le milieu rural surtout, le rôle important que jouent les femmes dans les activités économiques, dans la stabilité des familles, dans la mobilisation des ressources pour la famille
Et ces ressources qui vont essentiellement dans l'éducation des enfants, dans la santé des enfants, forcément les femmes constituent un pilier pour le développement de nos pays. La loi AGOA vise à développer le commerce entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne afin d'encourager la croissance économique et le développement, ainsi que l'intégration de l'Afrique subsaharienne dans l'économie mondiale. Et grâce à l'AGOA, la coopération économique et commerciale entre Américains et Ivoiriens se renforce. La Maison de l'entreprise au Plateau a accueilli ce dimanche le forum du secteur privé. L'avenir est promoteur pour ce secteur en Côte d'Ivoire avec ce partenariat entre hommes d'affaires américains et ivoiriens. On en sait plus avec Jean-Luc Bangbo. Cette rencontre qui se tient dans le cadre du 18e forum AGOA devrait permettre aux participants, principaux acteurs du secteur privé, de s'accorder sur de nouvelles stratégies qui seraient véritablement profitables aux différents États membres. Nos échanges nous permettront sans nul doute de revenir sur les lacunes relevées dans le précédent AGOA. Tirer les leçons du passé nous permettra de faire en sorte que l'AGOA profite davantage au secteur d'activité ciblée, se dote de règles d'origine plus souples, attire les investissements américains en Afrique, rendre l'aide américaine à l'Afrique plus efficace. Si l'AGOA a suscité un accroissement de 500% des exportations africaines aux États-Unis ces 10 dernières années, plusieurs contraintes continuent d'empêcher bon nombre de pays africains de tirer profit de ce partenariat. Pour mieux s'intégrer sur le marché américain, la première chose, c'est la confiance. La possibilité donc de respecter les engagements des contrats. Un des plans importants, c'est la continuité de l'approvisionnement et le respect des engagements mutuels. Les États-Unis se sont engagés à supporter les marchés africains en explorant de nouvelles options pour une relation commerciale plus étroite. Une ouverture dont veut profiter pleinement le gouvernement ivoirien. L'Afrique attend à ce titre beaucoup du secteur privé américain, dont l'expertise dans les secteurs susmentionnés n'est plus à démontrer. Votre contribution est souhaitée, tant en termes d'investissement direct qu'en termes de transfert de technologie. L'émergence économique à laquelle aspire la quasi-totalité des pays africains implique la nécessité d'optimiser tous les leviers économiques pouvant induire une croissance économique inclusive et surtout durable. Les opérateurs économiques ivoiriens et américains qui ont pris part à ce forum ont pu renforcer leur coopération, mais également leur capacité à travers les panels et conférences qui ont meublé cette journée. Et on continue de parler de l'AGOA dans ce 20h avec cette fois exposition dédiée aux produits éligibles sur le marché américain. Cette fois, c'est ouvert cet après-midi par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Dirasouba. Dans cet espace commercial ouvert dans le cadre du 18e forum de l'AGOA, ce sont une cinquantaine d'exposants qui mettent en valeur les produits Made in Africa. Mamadou Kwasi. Le 18e forum AGOA, forum économique entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique, ce sont des rencontres bilatérales, des échanges et des panels. En plus de ces aspects formels, des cadres informels existent. C'est bien le cas de la foire, un cadre d'exposition de produits éligibles sur le marché américain. Pour cette édition qui se tient à Abidjan, ce sont plus de 50 exposants issus d'une dizaine de pays. Ils sont venus présenter les produits finis et semi-finis du terroir africain. Des séries de réformes, des statuettes, des masques ivoiriens. Et je crois que ça plaît beaucoup aux Américains. Nous sommes venus aujourd'hui participer au forum de l'AGOA pour plus nous ouvrir au monde, aux États-Unis, créer plus d'offres et essayer également de voir comment est-ce que nous pouvons nous interconnecter au reste du monde. Accompagné de plusieurs ministres africains, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a fait le tour des stands pour se faire une idée de la créativité des artisans africains. Nous avons pu voir que le message de nos chefs d'État passe, que l'entrepreneuriat est une réalité en Côte d'Ivoire et également en Afrique, et que les opérateurs économiques africains font montre en tout cas d'un savoir-faire avec des produits à valeur ajoutée qui nous ont été présentés. 6500 produits issus de 39 pays africains sont éligibles sur le marché américain, entre autres le textile, le beurre de karité, le miel, les noix de cajou, les objets d'art et le cacao. Ouvert ce 4 août 2019,
La foire d'exposition des produits éligibles sur le marché américain refermera ses portes ce mardi 6 août 2019. Vous envisagez de créer votre propre entreprise, vous avez des idées, mais vous n'avez pas le financement. Plus d'inquiétude à vous faire. L'entrepreneuriat à 0 francs, c'est possible. Le concept est développé par un invité qui a été sur le plateau du magazine de dimanche, présenté par Hamza Diaby. Il est le président de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. Samuel Maté était donc l'invité de Hamza Diaby. Voyons un extrait de leur entretien. La FAFED a un seul objectif, c'est le développement de nos communautés, en commençant par les communes et également ensuite de regarder les pays. Et pour nous, ça passe par l'autonomisation des femmes et ensuite le développement économique des jeunes. On a réalisé une étude, Hamza, et cette étude a démontré qu'il y a 3 facteurs qui bloquent les jeunes à rentrer dans l'entrepreneuriat, dans les activités génératrices de revenus. Le premier facteur, c'est l'accès au financement. Ils se plaignent énormément. Le deuxième facteur, c'est le poids fiscal. Et le troisième facteur, c'est l'accès au marché. Nous avons développé une technique qu'on appelle la technique Entreprendre à 0 francs, EZF, qui enseigne aux jeunes et aux femmes comment démarrer une entreprise quand vous n'avez pas de financement ou quand le financement tarde, ou quand vous tombez en faillite. La grande particularité de EZF, c'est qu'on enseigne aux jeunes à être indépendants et à ne pas attendre ou tendre la main. Nous avons par exemple lancé cette caravane de 100 000 femmes où nous avons décidé donc d'initier 100 000 femmes et le Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, que je remercie ici, ainsi que le président de la Fondation ivoirienne des petites et moyennes entreprises, le Premier ministre a accepté de parrainer cette caravane de 100 000 femmes où nous allons parcourir toutes les régions et toutes les communes pour pouvoir initier ces femmes et les aider à démarrer des activités et après elles pourront, n'est-ce pas, bénéficier des différents fonds, FAFSI, etc. Vous n'avez donc plus de raison de rester oisif. Le gouvernement s'attelle aussi à aider les jeunes à trouver un emploi. Après le coup d'envoi donné par le chef du gouvernement à Benjerville le 1er août dernier, les guichets emploi se déploient à travers la ville d'Abidjan. À Cocody notamment, le ministre du Touré a inauguré le guichet emploi et réitéré l'engagement de l'État à résoudre ce problème d'emploi des jeunes. Clément Boko. Cocody a désormais son guichet emploi. Il a été inauguré ce vendredi 2 août par le ministre Sidi Timoko Touré. Cette plateforme viendra résoudre le problème d'employabilité des jeunes. J'invite toute la jeunesse de Cocody à venir massivement s'approprier leur instrument parce qu'aujourd'hui c'est une opportunité que l'État vienne vers nous, mais il faut aussi aller à l'action. Le maire de la commune de Cocody a encouragé les jeunes à accorder une place de choix à cet outil de développement. C'est un travail de synergie qui doit se faire entre et les sociétés et les jeunes de Cocody. Donc j'appelle tous les jeunes de Cocody à vraiment venir au niveau de la plateforme des emplois pour pouvoir au moins avoir quelque chose de potable et venir s'enregistrer et que ce soit la jeunesse de Cocody qui gagne. La représentante du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a dit l'engagement du gouvernement à prendre en compte tous les jeunes sans aucune distinction. Tous les jeunes, sans distinction aucune, pourront bénéficier des services de l'Agence Emploi Jeunes à travers le guichet emploi ouvert dans votre commune, dans le respect des principes d'égalité d'accès pour tous et de gratuité des prestations offertes. Le ministre Sidi Timoko Touré a rappelé les efforts consentis par l'État pour aider la jeunesse. Pour amplifier les efforts sociaux de la croissance en améliorant le bien-être des populations, le président de la République a instruit le gouvernement qui a élaboré le programme social du gouvernement PS12 2019-2020, adopté en Conseil des ministres le 29 janvier 2019. Dans le cadre de l'axe 4 de ce programme, ce sont près de 500 000 jeunes qui bénéficieront d'opportunités de stage, de formation qualifiante, d'emploi, de financement de projets sur toute l'étendue du territoire national à travers les dispositifs d'insertion de l'Agence Emploi Jeunes pour un montant de plus de 141 milliards de francs CFA. Le guichet emploi est un relais de l'Agence Emploi Jeunes auprès des populations.
Il sera déployé sur les 201 communes de Côte d'Ivoire. Et si vous résidez dans l'Ouest ivoirien, pas besoin de vous déplacer à Abidjan. Rendez-vous dans votre agence emploi à Mans. La ville dispose désormais d'un guichet emploi. C'est le fruit du PSGouv, le programme social du gouvernement qui se déploie ainsi dans les différentes régions pour le bien-être des populations, comme nous l'explique notre correspondante à Mans, Eve Bouy. Le guichet emploi de la commune de Mans dans la région du Tonkpi, désormais opérationnel. Une structure placée sous la responsabilité technique de l'agence emploi jeune dont la mission principale est d'accueillir et d'orienter les demandeurs d'emploi selon leur profil. L'ouverture de ces guichets emploi est une action du programme social du gouvernement concernant le volet autonomisation des jeunes. Le gouvernement a engagé une vaste opération d'ouverture de guichets dans des communes et Mans en est une. Cela veut dire que la population, sans se déplacer pour aller à Abidjan, peut désormais avoir des prestations de services ici à Mans. Les jeunes, les populations doivent venir dans ce guichet pour poser leurs différentes préoccupations au niveau de l'emploi ou de l'apprentissage. C'est une grande action sociale du gouvernement qui vise à rapprocher l'administration des populations. Les jeunes de Mans, conscients de toutes ces initiatives du gouvernement pour leur autonomisation, promettent prendre leur part active dans cette opération. Eux, c'est aux portes de l'UNS qu'ils ont frappé pour se faire former et entrer dans la vie active. Ils font partie de la 53e promotion de l'école normale supérieure. Ces étudiants prêts à travailler ont fait leur sortie officielle. Leur nom de baptême, Ahmed Bakayoko. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a encouragé ses filles à distiller un enseignement de qualité aux apprenants en vue du rayonnement du système éducatif ivoirien. Nous Sangari Serge Koléa. Ils sont désormais aptes à intégrer le système éducatif ivoirien. Après 2 années de formation à l'ENS, à l'école normale supérieure, ces fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale s'engagent à œuvrer à l'édification d'une école ivoirienne forte. Baptisé promotion Ahmed Bakayoko, ces membres de la 53e promotion de l'ENS, au nombre de 3000, font partie de la grande famille du corps enseignant et du personnel éducatif. Dans nos domaines respectifs, nous promettons être des travailleurs acharnés et consciencieux, fiers d'exercer ce noble métier avec abnégation pour le développement de la Côte d'Ivoire. Sidibé Vali, directeur général de l'ENS, s'est réjoui de la qualité de la formation dispensée. Il a souligné les nombreuses réformes entamées depuis 2012 pour faire de l'ENS un pôle d'excellence. L'ENS était jadis considéré comme un gros lycée, un grand CAFOP. Et cette ENS, nous l'avons boosté, en passant d'abord par le CAMES, pour faire la promotion de nos enseignants. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, parrain de la 53e promotion de l'ENS, a invité ses filleuls à être des enseignants, des conseillers et des éducateurs modèles. Donc j'insiste pour que chacun de vous ait à cœur de transformer positivement la société de demain. Et j'aimerais que chacun de vous se dise, il m'appartient de former un cadre discipliné. Et que mon bonheur de professeur à la retraite, c'est de voir un de mes élèves être un des héros de ce pays. Le Mali était le pays invité pour cette cérémonie de baptême de la 53e promotion de l'ENS, un symbole de l'intégration sous-régionale. En 53 années d'existence, l'ENS a contribué à la formation de 37 514 cadres. Je vous invite à présent sur le terrain de la salubrité pour évoquer la Semaine nationale de la propriété. Le citoyen et la salubrité, quelle réalité? Qu'en est-il des efforts consentis par le gouvernement en matière de lutte contre l'insalubrité? Que faire face aux actes d'incivisme? Aujourd'hui, comment la notion de propriété est-elle perçue? Élément de réponse avec Grace Kando. La propriété fait partie d'un réseau de valeurs essentielles. Elle incarne l'ordre, la discipline et l'obéissance, selon la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Mais comment les populations perçoivent-elles cette notion? La propriété, vraiment, c'est le bien-être d'abord de soi-même. Rendre ton coin propre, ramasser tout ce qui est ordure. La propriété, c'est pas seulement corporelle. Pour moi, d'abord, la propriété, c'est l'hygiène. Pour quelqu'un, par exemple, qui finit de manger une banane, qui a enlevé la peau, on doit la jeter dans une poubelle.
Et on a remarqué ici à Cocody qu'il y a des poubelles un peu partout. Des valeurs à prôner, mais force est de constater parfois certains comportements d'incivisme. Souvent on prend des exemples sur d'autres pays pour dire que ces pays sont propres, puis on a envie d'aller là-bas. Mais ici chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour ressembler à ces pays-là? Chacun verse l'eau comme il veut. On jette les sachets par-ci par-là. Personne ne veut prendre un sachet pour mettre dans une poubelle. Alors que l'État fait de son mieux pour qu'il ait la propriété. En balayant même, il y a les gens qui passent, ils versent les insignements. Quand tu parles, ils t'insultent. Pour c'est propre là, il est là, il verse. Avec les chauffeurs même, souvent ils sont là. C'est un travail comme ça, tu as vu à Abidjan ici pour faire. Au lieu de nous encourager, ils nous découragent. Souvent les gens sont dans la voiture, soit ils mangent la banane, ils jettent la peau. On a amené la population à changer, mais si les gens ne veulent pas changer, il faut qu'on tape dur. Parce qu'à un moment donné, quand on était beaucoup jeunes, on a vu une brigade qui sévissait, qui passait de quartier en quartier, de coup en coup. Et quand il y a la saleté, ils ramassaient les ustensiles de cuisine, ils ramassaient beaucoup de choses pour que les gens reviennent à la propriété. La propriété et l'hygiène, certaines structures et quartiers du district d'Abidjan en font une préoccupation quotidienne. Un tour donc à Bobo Baoulé, puis à Trècheville, avenue 11. Nous sommes rentrés dans tous les ménages, à commencer à parler un peu avec nos mamans. Il faut changer de comportement. Après les activités préparatoires, nous avons commencé à initier les phases de balayage. Donc nous avons formé une petite brigade de salubrité, de volontaires, qui partaient chaque soir, toujours vers nos mamans, nos sœurs, et les entretenir sur la salubrité. Pour accompagner ces initiatives, le gouvernement ivoirien multiplie les actions de sensibilisation. On peut citer entre autres l'opération Grand Ménage qui se tient tous les premiers samedis du mois et la Semaine nationale de la propriété chaque année. C'est pour dire à tout le monde d'adopter des gestes éco-citoyens, de ne pas jeter n'importe quoi, n'importe où, de vérifier si les ordures sont bien conditionnées, si aux alentours de nos maisons, tout est bien désherbé, de regarder s'il y a de l'ordre partout où nous passons. Donc chaque citoyen, quel que soit son rang social, quel que soit son bord politique, quelle que soit son ethnie, parce que la propriété n'a pas de couleur politique. À cela s'ajoute la nouvelle politique de gestion des déchets marquée par la construction d'infrastructures, un centre d'enfouissement technique et des centres de groupage. Aujourd'hui, on est en train de couvrir le maximum de surface dans le projet. Donc on est en train de couvrir les communes qui sont objets de notre contrat. La chaîne elle est en train de se faire convenablement et le déchet il est transféré vers le centre de transfert du Opogon, puis il est transféré vers la décharge le centre d'enfouissement technique de Kosiwan. À ce jour, ce sont environ 900 000 tonnes d'ordures qui ont été collectées dans le district d'Abidjan, soit une moyenne de 4 000 tonnes par jour. 300 bacs et 500 véhicules, c'est le dispositif qui permet d'assurer le service. Voilà, à Bobo Baoulé, avenue 11 de Trècheville. Voici des exemples à suivre pour la salubrité dans nos différents quartiers. Le roi du Maroc totalise 20 ans de règne. L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire a donc organisé une fête en son honneur ici à Abidjan. La coopération ivoiro-marocaine a été célébrée comme nous le rapporte Astotori. La salle des fêtes de l'hôtel Ivoire, pavoisée aux couleurs du royaume chérifien. Nous sommes à la célébration des 20 années de règne de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Occasion pour l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire de revenir sur les liens de cohésion, de fraternité et de loyauté entre le roi et son peuple. La cérémonie de la fête du trône. Cette année, nous célébrons avec beaucoup d'honneur et de bonheur le 20e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a voulu partager la fête avec nos frères et sœurs ivoiriens et les officiels, bien entendu, mais aussi signifier que nous sommes très fiers et très heureux de célébrer 20 années de règne, 20 années qui ont révolutionné le Maroc et aussi, bien sûr, tous les développements qui ont été développés en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. La coopération ivoiro-marocaine était également à l'ordre du jour. Comme vous le savez, des dizaines d'entreprises marocaines ont investi plusieurs centaines de milliards de francs CFA ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces investissements se traduisent par bien sûr une valeur ajoutée par ces entreprises, mais aussi par des milliers d'emplois, par des formations, par des transferts de compétences qui font aujourd'hui que les entreprises marocaines participent et contribuent à l'émergence de la Côte d'Ivoire.
À cette soirée haute en couleurs, plusieurs personnalités ont répondu présentes. Nous sommes venus en tant que frères du Maroc apporter notre solidarité à cette fête et surtout les soutenir et les encourager pour leur élan dans le développement et prier pour une coopération forte entre nos deux pays. Jusqu'aujourd'hui, vous faites le constat que les liens qui unissent le Maroc à la Côte d'Ivoire sont des liens très forts. Beaucoup de Marocains investissent en Côte d'Ivoire et nous souhaitons bien entendu qu'il y ait également beaucoup d'Ivoiriens qui arrivent à investir au Maroc. Toujours dans le cadre de renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les deux peuples, un détachement des forces marocaines défilera aux côtés des forces armées ivoiriennes lors des festivités de la fête des indépendances de la Côte d'Ivoire le 7 août prochain. Nous partons à présent pour Bondo, dans la région du Gontougo, où les populations ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement dans leur localité. Au cours de cette cérémonie de reconnaissance, le centre de santé rural de la localité a reçu une ambulance flambant neuve et c'est un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le reportage d'Herman Niamien. Issu des 16 villages que compte la sous-préfecture de Bondo, localité située à une soixantaine de kilomètres de Bondoukou, ces populations sont venues exprimer leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. Selon elles, c'est grâce à lui que leur localité sort petit à petit de la précarité. Depuis son arrivée au pouvoir, ont-ils précisé, la sous-préfecture de Bondo a accès à l'eau potable et à l'électricité. La plupart des villages disposent aujourd'hui d'écoles et de centres de santé, sans oublier le reprofilage régulier des pistes villageoises. Pour la seule sous-préfecture de Bondo, nous avons bénéficié de l'électrification de 15 villages sur 16. La sous-préfecture de Taoudi, nous avons eu 11 villages électrifiés sur 12. Je pense qu'en si peu de temps, on a sorti nos populations de l'obscurité. Nos routes étaient totalement impraticables. Mais avec le vaste programme du gouvernement de réhabilitation des pistes, nos voies sont aujourd'hui praticables. Nous devons dire merci au président de la République. Outre les difficultés que rencontraient les populations pour obtenir de l'eau potable et l'électricité dans la sous-préfecture de Bondo, l'autre calvaire, c'était l'évacuation des malades au CHU de Bondoukou quand leur état nécessitait un transfert. Grâce au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, elles viennent de recevoir une ambulance flambant neuve. Un don qui vient mettre fin à 12 années de souffrance. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que ces 12 ans de calvaire, j'en ai connu 2 dedans, prennent finalement fin. Parce que, il faut le dire, c'était vraiment difficile pour nous de faire partir les malades à Bondoukou quand c'est urgent. Moto-taxi, moto, Kia pour transporter l'anacar servait à transporter les malades. Aujourd'hui, ça prend fin. Remettant l'ambulance aux populations, le sous-préfet de Bondo leur a demandé de l'utiliser de façon rationnelle afin qu'elle leur profite pendant longtemps. Loin de la Côte d'Ivoire, la communauté islamique ahmadiyya est depuis ce vendredi 2 août réunie au Royaume-Uni pour sa convention annuelle. Près de 40 000 personnes venues du monde entier participent à cette rencontre. Le reportage de notre envoyé spécial, Mahama Traoré. Alton, à 70 km de Londres, capitale de l'Angleterre. Sur ce site sont réunis près de 40 000 fidèles musulmans, tous de la communauté Ahmadiyya. Issus des 4 coins du monde, ils sont en terre britannique pour assister à la Jalsa Salana, entendez la convention internationale annuelle de la communauté islamique Ahmadiyya. Ahmadiyya existe dans le monde entier et pour rassembler différents représentants, pour connaître entre nous et pour avoir la spiritualité, on se ressemble pour 3 jours. It is actually an international institution. Ça fait 100 ans qu'on est en train d'organiser ces Jalsa Salana, mais c'est son grand chose que son chef spirituel, il est là, c'est lui qui fait toutes les prières et on prie derrière lui et il nous donne les conseils pour avoir la spiritualité. C'est en 1891 qu'a eu lieu la première édition de la Jalsa Salana. Durant les 3 jours que dure cette rencontre annuelle, chaque prise de parole du guide suprême de la communauté Ahmadiyya est suivie avec attention par les participants. Dans ses discours, Hazrat Mirza Masrour Ahmed exhorte ses coreligionnaires à être des musulmans modèles. L'islam est accusé à tort et à travers un peu partout, que l'islam prêche la violence, tout ça. Mais nous voulons prouver le contraire, que le prophète Mohammed a été envoyé pour le bien-être de l'humanité.
c'est le discours qui passe. Avec ça, nous expliquons que l'islam c'est une religion de la paix et tous les adhérents aussi, ils travaillent avec ce message. Fondée en 1889 par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, la communauté islamique Ahmadiyya compte à ce jour plus de 200 représentations à travers le monde. La section Côte d'Ivoire, établie depuis 1961, est forte d'environ 100 000 membres. De l'autre côté du globe, aux États-Unis, les Américains sont sous le choc. Après le Texas, une nouvelle fusillade dans l'Ohio a fait plusieurs morts, 20 dans le Texas, 9 dans l'Ohio. Une fusillade de masse dénoncée, mais qui ne restera pas impunie selon les autorités. L'affaire est traitée comme un cas de terrorisme intérieur. La peine capitale, voilà ce qu'ont décidé les autorités du Texas ce dimanche contre le tireur âgé de 21 ans qui a abattu la veille 20 personnes dans un centre commercial de cette ville du sud des États-Unis. Je vous propose maintenant le reste de l'actualité dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Boyon Télésoro et Franck Audio. Lundi, nouvelle journée de violence au Soudan. Dans le centre du pays, une manifestation d'étudiants a été réprimée à balles réelles. Selon le comité de médecins soudanais, au moins 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Au moins 164 défenseurs de l'environnement se battant contre des projets miniers, forestiers ou agro-industriels ont été tués en 2018. Cette indication est portée par le bilan annuel de l'ONG Global Witness. En la matière, l'an dernier, pour les militants et leaders défendant leurs terres, les Philippines ont été le pays de loin le plus dangereux, avec 30 meurtres. Et on dénombre au moins 28 personnes décédées mercredi matin dans l'ouest de l'Afghanistan après l'explosion d'un bus causé par une bombe placée en bordure de route par les talibans selon les autorités. En Afghanistan, ce sont 1366 civils tués au premier semestre 2019. Jeudi, la shortlist des 10 joueurs nominés pour le Ballon d'Or FIFA de l'année 2019 est connue. Quant au successeur du Croate Luka Modric, une date, celle du 23 septembre prochain à Milan, pour connaître le meilleur du top 10. D'ici là, le Français Kylian Mbappé, qui rêve déjà de décrocher un Ballon d'Or, se voit en course avec 2 noms qui font trembler, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Sur le toit du football africain, il est visiblement le joueur ivoirien qui fait parler de lui après la CAN. Mieux, l'attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire pulvérise le record africain de transfert de l'histoire du football. De Lille à Arsenal, Pepe Nicolas, le désormais joueur des Gunners, a coûté 80 millions d'euros. Privation d'éligibilité. La nouvelle est tombée au Bénin. Lionel Zinsou est sanctionné d'une interdiction de se présenter aux élections de son pays sur une période de 5 ans. Il a lui reproché un usage de faux documents dans la constitution de sa candidature à la présidentielle de 2016. L'ancien premier ministre béninois Souyayi Boni manquera la présidentielle béninoise de 2021. Ce dimanche 4 août, un homme entre dans l'histoire des exploits réalisés dans le monde. Après un premier échec, le Français Francky Zapata a réussi la traversée de la Manche sur son flyboard. Il parachève ainsi l'initiative de Louis Blériot, premier aviateur à avoir tenté le même parcours en 1909. Et ainsi va le monde. Très belle soirée sur RTI 1. L'actualité revient à 23h avec Kolo Klubali.